Carte sur table. Une émission proposée par Hype FM. Il y a quelques jours, la mairie de Paris a adopté un vœu brossant les grandes lignes des manifestations qui seront organisées dans la capitale pour l'année 2015. Ce texte marque de façon solennelle l'engagement pris par la maire Anne Hidalgo sur notre antenne avant son élection d'accompagner le centenaire du génocide arménien par des actions d'envergure. L'adoption de cette motion vient aussi souligner le peu de temps qui nous sépare de cette année 2015 et nous allons ce matin voir quels événements sont en préparation. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui dans notre émission Carte sur table le président de la mission 2015, Alexis Govsian, bonjour. Bonjour. À vos côtés, le responsable pour la région Île-de-France de cette mission, Halout Mardi-Rossian. Bonjour. Et l'un des illustres membres du comité scientifique international qui œuvre à la réalisation de ces actions, qui en est même le président, Yves Ternon. Bonjour. Bonjour. Et un grand merci d'être avec nous ce matin. Au cours de l'émission, nous serons en ligne avec Halout Kevorkian, également membre du comité, commissaire de l'exposition qui se tiendra à la mairie de Paris, avec Rafik Krikorian, responsable de la mission 2015 pour la région Rhône-Alpes, aussi avec Antoine Bedrossian, qui interviendra pour nous présenter l'exposition sur les orphelins qui se tiendra à Grenoble, et enfin avec Béatrice Analian, présidente de la Croix-Bleue. Alors je le disais en préambule, la motion adoptée par la mairie de Paris inscrit en quelque sorte dans le marbre les commémorations à venir. Votre commentaire, Alexis Govsian, sur ce texte qui rappelle la place particulière qu'occupent les Arméniens dans le 9e arrondissement, dont vous êtes un élu. Oui, en effet, comme vous pouvez l'imaginer, ce texte a été préparé en commun avec la mairie de Paris, avec Anne Hidalgo, Patrick Klugman, Catherine Vieux-Charrier, avec Madame le maire du 9e arrondissement, Delphine Burkli et moi-même, puisque j'ai participé à la rédaction de ce vœu qui nous paraissait important, d'abord de consensus républicain, parce qu'il s'agit d'organiser des commémorations, un moment exceptionnel, solennel, les 100 ans du génocide, mais aussi dans ce vœu, il y a les 70 ans de l'ouverture des camps nazis et de la Shoah. Donc nous avons travaillé ensemble pour que l'année 2015 soit aussi complet et solennel que possible. D'ailleurs, c'est ce que nous allons faire. Il y avait une réunion hier soir à l'hôtel de ville, présidée par l'adjointe au maire Catherine Vieux-Charrier. Il y avait tous les maires d'arrondissement qui étaient présents et lors de cette réunion, nous avons bien évidemment beaucoup évoqué l'année 2015 et le génocide des Arméniens, le centenaire, le colloque, et notamment une grande exposition. Alors, la ville de Paris, ce n'est pas le gouvernement, mais c'est la capitale. Donc, on a envie de dire, il y a une manifestation politique derrière cette motion. Bien sûr. C'est l'État, quelque part, qui s'inscrit dans ces commémorations à travers sa capitale. C'est l'État, et je dirais même c'est la nation, puisque ce vœu a été adopté à l'unanimité, quels que soient les bords politiques, à l'initiative, bien sûr, de la maire de Paris, mais l'ensemble des forces politiques qu'elles soient de majorité ou d'opposition, ont voté à l'unanimité, ce qui prouve l'intérêt et aussi la solennité de ce moment. Halout Mardi-Rossian, votre sentiment sur ce vœu ? C'est une très bonne chose. Je crois que ça lance merveilleusement les commémorations et l'année 2015 auprès de la mairie de Paris et de la ville de Paris. C'est un très bon exemple pour d'autres villes en France qui vont sans doute elles aussi émettre des vœux et annoncer quel est le programme qu'elles vont mettre en place. Et puis sur la région parisienne, ça permet véritablement de remontrer, de recentrer Paris, capitale de la France, capitale du monde et donc capitale de 2015. Ce sera aussi un événement très important.
Alors, par ce vœu, c'est l'ensemble de la nation française qui s'implique dans ces commémorations. Et je le disais, plusieurs actions ont été lancées en cours de préparation pour cette année 2015, dont un colloque. Et quand je vous présentais Yves Ternon, je vous disais comité scientifique international. Donc, on est avec ce vœu dans une dimension nationale et dans les actions dans une dimension internationale, puisque vous êtes en partenariat avec d'autres historiens, des scientifiques du monde entier pour organiser ce colloque que je vais vous demander de nous présenter un peu dans les grandes lignes, parce que nous consacrerons sur AEP-FM d'autres émissions pour accompagner tout au long de l'année 2015, évidemment, les différentes manifestations qui sont prévues, pour inviter nos auditeurs à être sensibilisés à ces actions. Mais qu'est-ce que vous pouvez déjà nous dire, Yves Ternon, sur ce colloque ? Notre propos a commencé il y a plus d'un an et demi, était de réunir, à l'occasion du centenaire du génocide des Arméniens, un colloque qui ferait le point sur l'état de la recherche et surtout sur l'extension de la problématique du génocide des Arméniens à d'autres génocides, le comparatisme ayant véritablement émergé depuis une dizaine d'années, pour essayer de comprendre à travers un événement différent cet événement particulier que l'on étudie. Donc c'est une dimension très large sur le plan de l'approche historienne, mais c'est aussi une dimension très large sur le plan des participants, puisque nous sommes un conseil scientifique international, donc le CSI, qui regroupe 8 personnes, je vous donnerai les noms si vous voulez, qui sont à même de demander aux meilleurs spécialistes de la question de participer. Donc il y aura, à la fin mars 2015, il y aura un colloque international qui se tiendra en des lieux différents et avec une douzaine de panels, une quinzaine de panels même, où chacun exposera son travail, son intervention. Alors quand vous dites, pour faire le point sur la recherche, on n'est pas du tout dans un colloque destiné à expliquer qu'il y a eu génocide. Ah non, parce qu'il faut être bien clair. Il est évident que notre propos initial était double. D'abord, demander, les chercheurs qui participent reconnaissent le génocide des Arméniens. Donc le deuxième élément, c'est de l'inclure dans la Grande Guerre. Donc le titre du colloque, c'est le génocide des Arméniens de l'Empire ottoman durant la Grande Guerre. Donc il est évident que chacun de ces spécialistes reconnaît le génocide, bien entendu, comme tel, comme il est défini à la fois par le droit international, par la Convention de 48, et également comme concept absolument admis. Et d'élargir donc cette perspective dans ces domaines à la fois historiens, juridiques, éventuellement même littéraires, donc une approche très large, et surtout avec des spécialistes venant de tous lieux, dont une partie sont des personnes turques, qu'elles habitent ou non en Turquie. Ça, c'est très important. Donc c'est très important. Dès maintenant. Nous savons que la mobilisation d'une partie de la société civile turque pour la reconnaissance du génocide des Arméniens a été quand même animée initialement par des intellectuels, et dont des historiens, et leur participation est évidemment essentielle. Chacun ayant d'ailleurs la liberté d'exprimer son propos dans le cadre d'une recherche sur le génocide des Arméniens. Je précise que nous disons toujours génocide des Arméniens parce que parfois on dit génocide arménien en traduisant Armenian Genocide, mais c'est véritablement très important d'employer les bons mots. Les bons mots, parce que c'est vrai que le raccourci prête à confusion. On peut citer Hamid Bozarslan dans les Alors Hamid Bozarslan, je peux dire que c'est la cheville ouvrière de ce colloque, dans la mesure où ses travaux sur l'Empire ottoman sont déterminants, où il est en relation donc professionnelle avec la plupart des spécialistes de l'Empire ottoman, et c'est d'autant plus important, j'en parlerai peut-être tout à l'heure, que nous n'oublions pas que l'actualité, 100 ans après, a rattrapé le génocide des Arméniens. Alors sur ce colloque international auquel prendront part des spécialistes venus du monde entier, on l'a dit,
la préparation d'un tel événement demande des mois et des mois de travail. Comment on arrive en amont à mettre en place une telle réunion internationale de chercheurs? En fait, nous avions déjà souhaité, dans l'organisation de 2015, qu'il y ait un conseil scientifique de très haut niveau et qu'il soit présidé par le meilleur et celui qui connaît le mieux cette question, c'est-à-dire Yves Ternon, que je remercie encore pour tout le travail qu'il a fait depuis des années, alors qu'ils n'étaient pas très nombreux à l'époque où, quand il fallait travailler sur la question du génocide. Et ce conseil scientifique s'est effectivement attelé à cette première tâche de colloque qui va se passer à la Sorbonne, à l'École des Hautes Études, au Mémorial de la Shoah, à la Bibliothèque François Mitterrand, c'est-à-dire des lieux éminemment symboliques et porteurs, et qui réunira des chercheurs qui viennent du monde entier, qu'ils soient turcs, américains, israéliens, européens. Donc c'est véritablement international, et il fallait à la fois que tout le programme soit celui de ceux qui savent faire, c'est-à-dire les scientifiques, et en même temps que la mission 2015 puisse accompagner, puisse trouver les moyens, organiser la logistique, permettre la préparation d'un tel événement. Et c'est ce que nous avons fait depuis effectivement des mois, en travaillant avec toute l'équipe, et sans oublier bien sûr celui qui est aussi l'une des chevilles ouvrières, qui s'appelle notre ami Gaëtz Minassian, qui a beaucoup œuvré pour que ce travail se fasse dans de bonnes conditions. Avec également Halutun Kevorkian. Oui, c'est ça, je voulais remercier Alexis, mais si je suis peut-être le plus ancien, le plus compétent, et de loin, c'est Halutun Kevorkian. Mais là, je ne distribue pas. Voilà. Non, mais c'était à moi de rectifier les choses. Non, de préciser les choses. Voilà. Il est important que tu sois le président du conseil. D'accord. Voilà. Alors, sur cet événement, Harout Mardir-Ossian, vous êtes responsable de la région Île-de-France. C'est un événement qui dépasse la région, évidemment. Encore une fois, tout ce qui se passe à Paris perd son caractère local. Ah oui, là on est dans l'international. Là, on est typiquement dans un des événements majeurs, nationaux voire internationaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y aura des colloques qui vont se tenir un peu partout dans le monde, etc. Mais de cette envergure-là, avec ce nombre de chercheurs-là, je crois que à part peut-être, et j'ai dit bien peut-être, celui de Yerevan qui aura lieu en septembre 2015, on aura là un événement majeur en matière de recherche scientifique sur cette question du génocide arménien, et pour l'année 2015. Donc par rapport à ça, il faut on se prépare en termes d'organisation à ce que ce soit une réussite parfaite. Et donc, on a mis en place toute la partie organisationnelle, puisque c'est celle-là qui nous est dédiée. Nous, ce qu'on veut, c'est décharger les historiens de la partie gestion logistique, et pour qu'ils se concentrent sur leurs travaux et ça. Et nous prenons en charge le reste, et nous allons faire en sorte que ce colloque soit une réussite. Ceci dit, si je peux me permettre, tout en étant international, ce colloque sera fortement soutenu par le Conseil régional d'Île-de-France. Voilà. Et qui sera effectivement l'organisation, la collectivité qui va permettre la réalisation d'un tel événement à Paris. On imagine effectivement que de tels événements nécessitent aussi un investissement financier important, très important, est nécessaire. Très important. Le soutien des collectivités est important à signaler. Oui, je vais préciser qu'effectivement, nous dépendons complètement financièrement du CCAF et de tous ces conseils, mais nous avons préservé, et en accord avec eux, notre indépendance totale sur le plan de la conception. Important de le préciser aussi, parce que dès qu'on parle de recherche et d'histoire, on a vu que certains historiens pouvaient publier certains livres négationnistes en ayant été subventionnés par des officines turques, ça s'est produit encore récemment, donc c'est important de préciser qu'il y a une indépendance par rapport aussi aux collectivités. C'est pour ça peut-être. Ah oui, c'est pour ça que je tiens à le préciser. Les manœuvres négationnistes, on les évitera jamais, ça touche au ridicule maintenant.
Alors le slogan de la mission 2015, c'est mémoire et justice. Tout à fait. Il y a eu le slogan international qui a été lancé en Arménie, qui est je revendique et je me souviens, ou je me souviens et je revendique. Vous avez choisi de décliner cette phrase avec mémoire et justice qui synthétise en fait ces thématiques. En fait, effectivement, parce que d'abord nous l'avions commencé dès 2012, lorsque nous avons lancé les premières réflexions de 2015, et parce que une phrase je revendique et je me souviens, je revendique était sans doute un peu compliqué à expliquer, à préciser, alors que deux mots forts de concepts qui sont mémoire, effectivement, de se souvenir, mais en même temps de réclamer, de revendiquer et réclamer justice. La justice nous paraissait importante comme valeur à rappeler, puisque il s'agit toujours, en tous les cas, pour le peuple arménien, de demander justice, puisque 100 ans après, hélas, cette question n'est toujours pas réglée du côté de la Turquie. Alors dans ce vœu que nous n'avons pas détaillé mais qui avait déjà été présenté sur notre antenne à plusieurs reprises, il y a un accent qui est mis sur la pédagogie, et là ça ne concerne pas uniquement la ville de Paris. Des actions vont être entreprises en direction des collégiens, des lycéens, des plus jeunes d'entre nous. Quelles sont les actions qui sont menées dans ce cadre-là, Harout Mardirosyan ? Tout d'abord, il va y avoir une brochure pédagogique qui a été préparée par le CSI, et donc encore une fois le conseil scientifique. Oui. Donc on voit là toujours cette collaboration étroite avec leur indépendance dans la conception du document. Et donc nous leur avons passé commande. Nous avons dit voilà, il serait bon qu'il y ait une brochure scientifique pédagogique qui soit pour les collégiens, les lycéens, etc. Et puis ensuite, nous allons passer un partenariat avec un magazine, et qui va faire un tiré à part dont on va pouvoir, grâce à des financements que nous avons mis en œuvre, pouvoir distribuer à grande échelle sur différentes régions, et pouvoir ainsi former, ou en tous les cas informer sur cette question de 2015 et du génocide des Arméniens. Mais est-ce qu'en amont, il y avait déjà eu, alors là je me tourne aussi vers l'historien, des préparations faites pour que le programme de l'année 2015 dans les classes d'histoire soit plus précisément orienté vers ce centenaire du génocide? Est-ce qu'au niveau de l'éducation nationale, là, je sais plus, c'est à une autre échelle, il y a eu un travail de sensibilisation de mener auprès des instances? Je pense qu'un travail de sensibilisation a été fait. Nous en avions parlé effectivement avec les autorités, avec le président de la République, lors des différentes réunions. Je pense en tous les cas, on le constate sur le terrain. Il y a un travail qui se fait régulièrement et qui se fait en général dans de bonnes conditions. Parce que ça rejoint toujours la problématique des manuels d'histoire. Alors où on en est aujourd'hui? Est-ce qu'à l'aube de 2015, on peut se satisfaire du contenu des programmes, des manuels? À l'aube de 2015, aujourd'hui, le génocide arménien est enseigné dans les classes de 3e et de première, comme les Lachois, à différents niveaux, et là-dessus il y a pas de souci. Il y a certains professeurs qui nous contactent pour nous demander d'aller un peu plus loin. Je dois signaler par exemple qu'il y a des initiatives à Nice ou à Lyon, etc., où il y a des professeurs d'histoire qui nous contactent en disant je voudrais approfondir tel ou tel sujet, qu'est-ce que on peut faire, etc. Et donc on les aide à programmer un certain nombre de choses. À Nice, Yves, je crois, va y aller pour une conférence avec les lycéens, et donc nous accompagnons ce mouvement. Donc voilà, donc on réagit à la demande, et on sent que, je dirais que là il y a plus de soucis à ce niveau-là. Le génocide arménien est une constante désormais dans l'enseignement. Il y a bien sûr quelques tentations, il y a quelques protestations de quelques énergumènes, mais je dirais que là, il n'y a plus vraiment de soucis particuliers. J'ajoute qu'au mémorial de la Shoah, depuis de nombreuses années, au moins 5 ans, nous faisons un enseignement sur les génocides du XXe siècle. Pour ma part, avec Claire Mouradian, on se consacre à l'explication du génocide des Arméniens, enseignement qui est fait devant des professeurs d'histoire,
des différentes académies françaises. Des fois, nous allons aussi dans les académies. Je vais avoir 5 ou 6 réunions dans les académies dans les mois suivants, mais aussi d'Europe entière. Par exemple, dans 8 jours, je dois parler devant des enseignants hongrois du génocide des Arméniens, comme je l'ai fait avant devant des enseignants russes, italiens, ukrainiens, polonais, etc. Donc, c'est au niveau des professeurs d'histoire ou des académies ou des responsables des ministères de l'éducation, comme on l'a fait récemment, comme je l'ai fait récemment auprès des ministères de l'éducation africaine francophone, que le génocide des Arméniens est enseigné dans un cycle de 2 ou 3 jours où l'on enseigne en même temps le génocide des Tutsis du Rwanda et bien entendu la Shoah. Oui, j'avais juste rajouté quelques initiatives intéressantes. Vous savez qu'il y a une exposition qui est préparée par le mémorial de Yerevan qui est une exposition généraliste qui s'appelle Le génocide des Arméniens. Par exemple, je voudrais signaler les initiatives de Tebro Sasser avec son directeur Alex Sarkissian, qui a décidé d'exposer cette exposition à Tebro Sasser et qui, avec le rectorat de la Seine-Saint-Denis, va faire amener tout un certain nombre de classes de 3e et de 1e à Tebro Sasser pour visiter et commenter cette exposition. Donc là, il y a des initiatives. On a trouvé l'idée tellement bonne qu'on l'a reproposée également à Mascaïne, à Marseille, et à l'école qui est sur la région lyonnaise. Donc de façon à ce que effectivement, Marc-Arian, merci. Et donc ils vont pouvoir sans doute refaire la même chose pendant cette année 2015. Alors effectivement, ce sont de belles initiatives, mais ce que je note surtout, ce que je retiendrai de ce que vous venez de dire, messieurs, c'est que on vous sollicite maintenant et qu'il y a une telle sensibilisation à l'histoire du génocide des Arméniens que l'on vient vous demander d'intervenir dans des colloques. Ce n'est plus le travail d'information n'est plus nécessaire. En tous les cas, c'est pour l'instant. Il est toujours nécessaire, évidemment, mais il est plus facile. Plus facile et puis surtout c'est acquis, c'est dans les programmes officiels et on peut maintenant se tourner vers les enseignants pour leur dire voilà il y a ce programme-là, on peut vous accompagner mais au moins il y a une sensibilisation qui est faite et déjà. Avec une note particulière, c'est que nous ne conseillons pas d'enseigner uniquement le génocide des Arméniens, mais de placer le génocide des Arméniens dans une problématique des génocides du XXe siècle. C'est-à-dire dans une perspective qui n'est pas seulement un événement, mais ce que signifie pour l'humanité un génocide. C'est ça l'élément fondamental. Effectivement. Alors, dans les grands événements qui vont marquer un peu l'ouverture de l'année 2015, il y a une exposition organisée à la mairie de Paris. Nous devions avoir en ligne Harutun Kevorkian pour nous présenter cet événement. Mais Harutun Kevorkian est en déplacement pour ses recherches à Lisbonne, donc il ne peut se joindre à nous finalement. Peut-être nous l'aurons au cours de l'émission, qui, je vous le rappelle, accueille ce matin Yves Ternon, Alexis Govsian et Harut Mardirosyan pour nous parler des grands événements de l'année 2015. Alors, pour présenter cette exposition qui va avoir lieu à la mairie de Paris, qui s'intitule Paris accueille le mémorial du génocide de Yerevan. En fait, si vous voulez, c'est la pièce centrale, je dirais, le thème central du vœu qui a été adopté à la mairie de Paris, au Conseil de Paris, sans oublier tout le volet de lutte contre le négationnisme. Dans ce vœu, ceci ressort très clairement, c'est-à-dire que Paris s'engage dans la lutte contre la négation du génocide. Cette exposition va être un moment absolument important à Paris entre avril et l'été 2015, où une exposition qui viendra de Yerevan, donc du mémorial du génocide, sur le génocide, oui, sur l'aspect pédagogique, explicatif par rapport à l'histoire, et la manière dont les choses se sont passées. Il y aura aussi des objets qui vont être exposés, et enfin toute une partie didactique et avec des moyens modernes, notamment audiovisuels, qui vont expliquer comment le génocide s'est passé. L'important pour la ville de Paris, c'est que, effectivement, comme disait Yves Ternon, dans un cadre global de génocide du XXe siècle, et celui-ci étant le premier, on puisse expliquer aux Parisiens et surtout aux jeunes, aux collégiens, aux lycéens, l'importance de tels événements, et pour que l'on puisse les prévenir dans la durée
et pour que cela ne recommence plus jamais. Donc c'est tout ce travail qui doit être fait à Paris, ce qui fait que pendant 3 mois, au moins, à l'hôtel de ville, dans un lieu assez prestigieux, les 100 ans du génocide seront commémorés avec une exposition qui ne soit pas forcément tournée vers le passé, mais qui aussi engage le présent et l'avenir. Alors, c'est un peu paradoxal. Comment on peut engager le présent et l'avenir avec une exposition qui présente quand même la réalité au moment des faits, en 1915. Donc, il est important aussi de montrer en images avec des objets ce qu'a été Absolument, ça sera le génocide. Cas. Donc, comment on fait le lien entre les images du passé et C'est toute la force de ceux qui préparent ce genre d'exposition. Nous l'expliquer. C'est Harutun Kevorkian et tous ceux qui travaillent avec lui. Et les équipes du mémorial. Les équipes du mémorial, avec Desmoyans, qui est le directeur du musée du mémorial du génocide, qui est en train de travailler actuellement avec une délégation de la ville de Paris à Erevan, c'est-à-dire que ceux qui vont organiser cette exposition sont aussi à Erevan et ils regardent tout le dossier en termes de contenu et la manière dont ce sera exposé. Tout ceci s'organise et je dirais très convenablement. Alors tout à l'heure, Yves Ternon, vous disiez, on en parlera peut-être de ce que certaines populations vivent aujourd'hui au Moyen-Orient, et on pense notamment aux Yézidis. Et lorsque Alexis Gofian parlait de ces images qui viendront du mémorial de Yerevan à Paris, on ne peut s'empêcher de penser à cette image de cette cohorte de déportés avec cette mère portant son enfant. On a vu une image identique avec ces Yézidis. La seule différence, c'est qu'il y avait un homme sur cette photographie. Dans les cohortes de survivants, il y avait majoritairement des femmes et des vieillards et des enfants. Il va y avoir comme ça un apparentement terrible, comme on dit, qui va venir illustrer. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai demandé que l'on rajoute au colloque international une intervention sur les Yézidis, parce que je suis frappé de cette ironie cruelle de l'histoire qui fait que 100 ans après, ceux qui ont le plus sauvé des Arméniens, c'est-à-dire les Yézidis du Sinjar, qui ont quand même sauvé plusieurs milliers d'Arméniens, sont l'objet, par des criminels différents, mais tout aussi criminels, d'une destruction qui équivaut à un processus génocidaire pour l'instant. Donc je crois que ce qui se passe aujourd'hui en Syrie et en Irak est d'une actualité brûlante et nous fait réfléchir à la fois sur le fait que ne pas avoir reconnu ce qui s'était véritablement passé il y a 100 ans se paye indirectement aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que peut-être aujourd'hui ou demain ou les jours suivants, 10 000 personnes kurdes vont être assassinées, que les chars turcs sont à la frontière, qu'ils demandent aux autres d'intervenir alors qu'ils ne veulent pas intervenir. Donc cette actualité ne peut pas être dissociée de notre évocation du génocide des Arméniens. Alors malheureusement, c'est un drame sur lequel on peut s'appuyer, j'ai envie de dire, pour souligner la nécessité de combattre le négationnisme et d'obtenir justice, réparation, reconnaissance. Comment on peut justement, à la faveur de ce centenaire, expliquer encore une fois que cette non-reconnaissance a sans doute conduit à la situation qui prévaut aujourd'hui. Il se trouve que les lieux sont identiques. Raqqa, par exemple, la fameuse capitale de Daesh, se trouve sur la rive gauche de l'Euphrate, où se sont réfugiés quelques Arméniens, dont les autres se trouvent dans des camps en face de Raqqa. Que Derzor est, comme on le sait, le lieu final d'extermination des Arméniens grâce à la haine, que l'église de Derzor, qui était une église qui commémorait justement la mémoire avec des ossements ramassés sur place, vient d'être saccagée, détruite par Daesh. Donc on est dans une explosion de souffrance et de colère envers tous ces événements. Qu'est-ce qu'on peut ajouter sur cette concomitance, sur cette similitude, Alexis Gofian ? C'est effectivement étrangement très ressemblant. C'est même troublant pour des gens qui à la fois se souviennent et qui constatent aujourd'hui, certes, il y a 100 ans, on n'avait pas tous ces moyens
on n'était pas en capacité de comprendre. Il y avait des observateurs sur place, mais aujourd'hui on peut suivre en direct, c'est encore plus horrible. Oui. Mais cette question rappelle tout le monde à ses devoirs. Oui, nous devons alerter et intervenir pour ces 100 ans du génocide encore plus. Le CCAF est au combat, est à l'avant-garde de ces combats. Nous devons alerter les autorités, le président de la République, le gouvernement et tous ceux qui sont en charge de ces questions pour intervenir le plus rapidement possible et par tous les moyens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a véritablement danger. Lorsque on massacre, lorsque on est effectivement en processus génocidaire et lorsqu'on touche à un mémorial qui est en fait la destination finale de ces réfugiés, de ces rescapés arméniens, c'est-à-dire d'Erzur, et on détruit cela, c'est qu'on s'en prend en fait à l'humanité en tant que telle, et ce n'est plus supportable. Il faut absolument que tout le monde intervienne, et très rapidement. Oui, moi, je voulais juste rajouter que, également dans cette affaire, et là c'est un point important par rapport à 2015, on sent la main de la Turquie derrière ces opérations, on sent la complicité de la Turquie qui, comme en 1915, utilise des complices, utilise une main armée, etc., pour perpétrer son crime, mais que derrière ce mouvement-là, il y a bien le mouvement de la Turquie, et que ce qu'elle est en train de faire à Kobané, c'est ni plus ni moins que de préparer une invasion et une occupation pour une période très longue de toute une partie de la Syrie et pourquoi pas une partie de l'Irak, dont son vieux rêve expansionniste pan-turc rêve justement de refaire un empire ottoman. Et donc là, par rapport à ça, nous essayons d'attirer l'attention. Là, je reprends un petit peu ma casquette de militant du CDCA et du BFCA, mais nous attirons l'attention des autorités qu'il ne faut pas laisser la Turquie envahir ces territoires, et surtout de dénoncer le double jeu de la Turquie, et qu'il faut que les États occidentaux soient très exigeants avec cette Turquie-là. Ce qui revient à dire que les commémorations et les actions et les manifestations du centenaire du génocide serviront aussi l'histoire contemporaine, l'actualité, à aider des populations qui sont peut-être en cours d'extermination. Absolument. On voit véritablement que ce qui s'observe toujours dans le génocide chez les criminels, c'est la nécessité de finir le travail. Finir le travail, c'est Kessab. C'est Kessab, c'est envoyé par la Turquie Al-Nosra occuper Kessab. Bon, ça s'est pas trop mal terminé, mais la volonté était de détruire le dernier village arménien qui restait. C'est aussi d'en finir avec les Kurdes. Les Kurdes de Syrie, qui pouvaient faire leur liaison avec les Kurdes d'Irak et les Kurdes de Turquie, interdire aux Kurdes de Turquie de venir aider les Kurdes de Syrie. Ceux qui sont les meilleurs combattants, ce sont les Kurdes de Syrie. Donc c'est eux qu'on vient de détruire. Il faut savoir, il faut comprendre véritablement comme le dit Harut, la politique de la Turquie qui est particulièrement pernicieuse actuellement. Donc 100 ans après, les Arméniens ont un rôle à jouer, les descendants des rescapés du génocide ont un rôle à jouer pour éviter que d'autres peuples subissent le même sort. Mais c'est un extraordinaire retournement de situation. Voilà, c'est ça. On ne pouvait pas prévoir cela, même il y a 2-3 ans. Qu'un peuple en voie d'extermination puisse peut-être sauver d'autres populations aujourd'hui menacées de disparition. Toute l'évolution de la mémoire arménienne sur un siècle est assez symbolique de cette distance qu'il faut prendre. C'est quand même seulement en 65, donc 50 ans après, que les Arméniens s'unissent à travers le monde pour célébrer cette mémoire et évoquer cette revendication. Et ça va progressivement. Et l'actualité élargit cet événement, justement, comme le dit Alexis, à toute l'humanité, parce que celui qui, en France, ne se sent pas concerné par ce qui se passe aujourd'hui dans le Moyen-Orient, je le plains, parce qu'il n'aura pas compris ce qui lui arrivera demain. Alors, je le disais il y a un instant, ces images de yézidis qui fuient les zones de combat, ces cohortes de réfugiés que l'on voit avancer comme ça dans le désert, et ces femmes principalement avec ces enfants, nous ont rappelé ces images de femmes arméniennes et tenant dans leurs bras leurs enfants, des femmes arméniennes qui vont être au cœur de ces commémorations, et nous sommes en ligne pour en parler avec Béatrice Ananian, présidente de la Croix-Bleue des Arméniens de France. Bonjour. Bonjour.
Alors, bonjour à tous. Il appartenait sans doute de façon très logique à la Croix-Bleue de se consacrer plus particulièrement, dans le cadre de cette mission 2015, à des actions qui rendent hommage aux femmes. Pouvez-vous nous présenter les actions phares qui vont être menées au cours de cette année du centenaire, Béatrice Anagnan? Oui, bien sûr, je vous remercie de me donner la parole. Alors effectivement, dans le cadre des commémorations du centenaire, la Croix-Bleue, parce qu'elle est une association de femmes, essentiellement de femmes en tout cas, a effectivement défini plusieurs projets qui se dérouleront sur le plan national, donc à Paris bien sûr, mais aussi en banlieue et dans les 2 régions principales. Donc l'idée maîtresse de ces manifestations, comme vous le disiez, sera bien entendu le souvenir et l'hommage, ce qui n'empêchera pas pour certaines des manifestations de leur donner un caractère plus revendicatif. Et effectivement, puisque la Croix-Bleue est une association de femmes, mais ce sont les femmes qui seront au centre des différentes actions. Donc, en ce qui concerne le souvenir et l'hommage, effectivement, il commencera dès le début de l'année, du premier trimestre de l'année, par la plantation d'arbres ou d'arbustes commémoratifs dans plusieurs villes de France, à commencer par Paris. Ces arbres seront, ce sera leur originalité, seront dédiés à toutes les femmes victimes du génocide, et aussi au courage de celles qui ont survécu et qui ont transmis, qui ont réussi, qui ont eu le courage de transmettre la vie et la mémoire aussi, parce que la vie, tout le monde peut transmettre la vie, toutes les femmes peuvent transmettre la vie, mais la mémoire, il faut faire l'effort de transmettre cette mémoire, surtout aujourd'hui. Oui, on voit aujourd'hui où justement les lieux de mémoire sont, vous en parliez à l'instant, on veut en tout cas supprimer les lieux de mémoire, celui de Jésus étant le plus important. Et ces lieux ces arbres qui seront là, seront aussi là pour symboliser justement la disparition de ces femmes et le courage de celles qui ont survécu. Alors effectivement, toute la symbolique de cet arbre que vous allez enraciner dans différents lieux publics en France. Sur la terre française, oui en tout cas. Qui symbolise effectivement cette renaissance dans l'exil de ces femmes qui sont redevenues mères en ayant souvent perdu déjà toute leur famille et qui Absolument. ont planter leurs nouvelles racines en exil, et en l'occurrence ici en France. Donc symboliquement, cette renaissance par l'arbre pour témoigner cet hommage envers ces survivantes, ces femmes ô combien courageuses évidemment, qui ont pu faire que nous sommes aujourd'hui tous ici. Alors ça, c'est un des temps forts. Et faire prendre conscience aux femmes d'aujourd'hui, aux jeunes femmes d'aujourd'hui, combien elles ont dû avoir, les femmes d'il y a presque 100 ans, du courage pour remettre. Les femmes qui ont aujourd'hui des enfants peuvent imaginer dans quelles circonstances ces femmes-là ont dû se redonner la vie à elles-mêmes, et puis ensuite redonner la vie pour pouvoir transmettre, effectivement. Donc c'est parce que la Croix-Bleue est une association de femmes, mais effectivement on a ressenti ce besoin d'aller plus vers l'hommage et la mémoire des femmes. Donc ensuite, ça, c'est le premier temps fort. Attendez un instant, Béatrice Anagnan, Alexis Goffchian veut intervenir. Oui, bien sûr. Oui, je voulais d'abord remercier et féliciter Béatrice et à travers elle toutes celles et tous ceux qui sont à la Croix-Bleue et qui font un travail remarquable. Et je ne pouvais m'empêcher de penser à ces femmes actuellement en Turquie qui au seuil de la mort, rappellent qu'elles étaient arméniennes et qu'elles font un travail extraordinaire de transmission de la mémoire, mais qui ne pourront pas avoir ces arbres en Turquie. Et c'est d'autant plus important que la Croix-Bleue puisse planter ces arbres pour toutes ces femmes qui sont venues ici et qui ont transmis la mémoire, mais qui encore aujourd'hui transmettent cette mémoire et font bouger les fondamentaux dans la société civile turque. Je voulais juste rendre hommage à ces femmes. Dans le message qui sera inscrit sur les plaques commémoratives, puisqu'il y aura bien sûr des plaques commémoratives, il y aura cette notion justement de toutes les femmes, c'est-à-dire celles d'aujourd'hui et celles d'hier. Et celles d'aujourd'hui comprennent évidemment celles qui sont malheureusement jusqu'à leur mort, elles auront été empêchées de vivre leur identité arménienne, et on aura une pensée effectivement pour ces femmes dont Alexis parle. Effectivement. Alors cette action très symbolique, mais très revendicative également, puisqu'elle va inscrire dans la place publique non seulement l'histoire de ces femmes, mais leur souvenir et celui du génocide arménien en général. C'est une des premières actions phares qui va être menée à partir du mois de mars, vous disiez. De mars, oui. À Paris, disons que
si tout se passe comme prévu, à Paris, la plantation de rosiers, plus exactement, devrait avoir lieu le 8 mars. Jour international. Puisque c'est comment, pardon? Journée internationale de la femme. Oui. Journée internationale de la femme. Donc symboliquement, c'est un symbole fort. Et puis elle sera suivie dans les villes de banlieue parisienne et les villes les grandes villes de province, Marseille notamment, par les plantations qui se dérouleront au moment où les villes aussi pourront inscrire ces plantations dans leur calendrier. Oui, l'action va se décliner tout au long de l'année. Bien sûr, tout au long de l'année. Ça peut se poursuivre tout au long de l'année. Voilà. Et puis ensuite, un deuxième événement est prévu. Il s'agit là d'une exposition, et Alexis Goffsian connaît très bien la jeune femme qui est en train de réaliser cette exposition. Donc Elena Demirjian, qui est une universitaire de Montpellier, nous a proposé à la Croix-Bleue la diffusion d'une exposition, ou plutôt une installation qui s'intitulera Le Golgotha des femmes, sur justement le rôle des femmes arméniennes, alors là, pendant le génocide. Et seront abordées un peu toutes les facettes, si on peut utiliser ce mot, des femmes, c'est-à-dire la victime, mais aussi la résistante, la mère, tout ce qui peut, tout ce que les facettes qu'une femme peut revêtir, et surtout pendant cette période dramatique. Donc cette installation se déroulera en premier à Paris, en premier à Marseille, à Montpellier d'abord, mais là ce sera dans une galerie privée, ensuite à Marseille, la Croix-Bleue organisera au château de Busine cette exposition. Ensuite, elle viendra à Paris, dans la mairie du 9e arrondissement. Donc, ce sera autour du 24 avril. Et puis, elle ira dans différents endroits de banlieue parisienne. Puis, elle retournera en région Rhône-Alpes pour être diffusée dans plusieurs villes de la région Rhône-Alpes. Donc une exposition itinérante qui a vocation également à pédagogique, comme on l'a vu tout au long de cette émission, également informer, sensibiliser, exactement. Et en mettant l'accent sur les femmes. Et alors sur les femmes. Et pardon, excuse-moi. Allez-y sur les femmes. Oui, femmes. Elle sera évidemment une évocation un peu symbolique du rôle de ces femmes. Et en dehors des objets, seront aussi sur place une installation audio qui permettra d'écouter des témoignages de femmes issus, extraits de livres d'Annie Casso, Le Cantique des larmes, et puis aussi la diffusion du film Ravished Armenia, qui donc est le premier film qui a été tourné après le génocide aux États-Unis. Ravished Armenia, et dont l'interprète principale, si je peux parler d'interprète, est une survivante elle-même, une rescapée du génocide qui avait émigré aux États-Unis. Un film de quelques minutes en noir et blanc, 19 minutes, qui est d'une violence et d'une portée symbolique très très forte, qui effectivement qui s'inscrit logiquement dans cette installation. C'est un petit peu compliqué, je crois, de présenter cette on aura l'occasion, on aura manifestation d'Elena Demirjian. Là, pour l'instant, on en est à l'installation elle-même. Alors, dernier point concernant les actions de la Croix-Bleue pour 2015. Avant-dernier point, parce que là, du 8 mars au 24 avril, encore une fois, on commencera le 8 mars jusqu'au 24 avril. Là, cette fois-ci, ce sont des femmes encore qui se rassembleront tous les dimanches, de 19h15 à 20h15, donc là vous voyez l'heure symbolique, 1915-2015, en un lieu très fréquenté de la capitale. Alors cette fois-ci sur le thème un peu plus revendicatif de Je me souviens et je revendique. Un peu à l'image des Folles de mai, dont certains... de la place de mai, oui, en Argentine. De la place de mai, ces mères d'Argentine qui aujourd'hui encore revendiquent le droit de retrouver leurs proches disparus pendant la dictature. Donc, un peu à l'image de ces femmes si courageuses, des femmes de la Croix-Bleue, mais aussi d'autres femmes, toutes les femmes qui sont invitées à ces rassemblements, pourront venir se rassembler, diffuser des informations, expliquer un peu pourquoi nous sommes là. Et puis enfin, le quatrième point, c'est, mais alors là évidemment avec toutes les réserves que nous impose l'actualité, le projet d'organiser un voyage, un pèlerinage sur les terres historiques arméniennes, donc en Arménie occidentale, malheureusement aujourd'hui en Turquie, pour effectivement découvrir le lieu de nos ancêtres et puis montrer que nous, leurs descendantes, nous, descendants et descendantes, nous sommes toujours là. Mais évidemment, ce voyage sera un peu lié
à la situation, l'évolution de la situation au Moyen-Orient, effectivement. Et je terminerai par un dernier événement qui, celui-là, est vraiment ouvert sur l'avenir, puisqu'il est symboliquement le lieu même de la jeunesse. La coïncidence des dates veut que le 60e anniversaire de la colonie de Bellefontaine tombe justement en 2015. Et on veut marquer cet anniversaire parce que c'est quand même la colonie de Bellefontaine, que je pense tout le monde connaît, ou enfin beaucoup d'entre nous connaissent, est un symbole justement de la survivance de notre peuple, où chaque année des dizaines et des dizaines d'enfants se réunissent, et comme le veut un peu ce mot, cette petite formule, où on se retrouve chaque année pour recréer une petite Arménie. Et là, on veut marquer ce 60e anniversaire pour justement ne pas rester sur le souvenir, l'hommage et la revendication, mais montrer que on est là et on est ouvert sur l'avenir, et notre jeunesse particulièrement en est le symbole. Eh bien, voilà pour les points importants de ce que nous préparons, et croyez-moi, au sein de la Croix-Bleue, les bonnes volontés sont déjà en action pour préparer tout ça. C'est un gros travail auquel que nous avons entrepris, mais nous comptons bien le mener à terme. Eh bien voilà, merci Béatrice Anagnan. Appel aux bonnes volontés. Si nos auditeurs veulent se joindre à vous pour participer à ces actions que vous venez nous présenter, je pense qu'ils sont les bienvenus. Et ce qui n'empêchera pas, je précise, toutes ces actions qui sont les actions nationales de la Croix-Bleue n'empêchera pas que là où il y a des sections de la Croix-Bleue, les membres des sections puissent participer à des actions locales. C'est-à-dire si les villes ou les institutions arméniennes organisent des choses, les membres de la Croix-Bleue seront toujours là pour soutenir, pour agir, etc. Voilà. Très bien. Merci Béatrice Anagnan pour ces actions de la Croix-Bleue. Bonne fin d'émission. Alors là, l'accent a été mis sur les femmes, puisque la Croix-Bleue est une organisation effectivement de femmes, même si elle est ouverte aux membres masculins, mais que traditionnellement c'est une organisation de femmes. Il y en a quelques-uns quand même. Là, on a envie de dire que dans le cadre de Mission 2015, on a un peu partagé les rôles, chacun s'occupe de son domaine de compétences. En fait, il y avait déjà une question de principe. Il fallait aussi que 2015 soit... en termes de commémoration, inscrite à la fois sur la jeunesse, donc tout un travail qui a été fait sur les orphelins, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, et aussi sur les femmes, c'est-à-dire ces femmes qui ont été présentes, qui ont transmis la mémoire et qui aujourd'hui organisent la société un peu partout, et y compris en France. S'il y a une identité arménienne, c'est parce que toute cette filiation s'organise à travers elle. C'était ça qui était important. Donc, il fallait que ceux qui savent faire puissent le faire. Et en l'occurrence, pour les femmes, c'était la Croix-Bleue. Mais effectivement, la logique, elle est que les associations prennent en charge leur domaine de compétences. L'histoire aux historiens et aux comités scientifiques. Il n'était pas les associations de femmes là-dessus. Les juristes arméniens vont organisent un grand colloque de droit international à la maison du barreau, et on décline comme ça. Les maisons de la culture font des manifestations culturelles, et parce que il faut que les gens se sentent prendre en charge des projets, et en même temps que ces projets fassent sens avec leur objet social, et là-dessus, les jeunes feront des actions tournées vers les jeunes, etc. Et donc, on est véritablement dans une complémentarité, et ça nous permet également d'éviter que les gens se marchent sur les pieds, et que des gens qui sont pas forcément, par exemple, des compétences en histoire, aillent vouloir monter des opérations historiques, et à un moment donné puissent être confrontés à des difficultés, etc. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on peut faire appel au conseil scientifique, dès lors qu'il s'agit d'histoire, on fait appel au conseil scientifique. C'est aussi l'objectif de cette émission ce matin, en présentant quelques-unes des grandes actions prévues pour 2015, de rassurer les auditeurs qui sont déjà à l'œuvre dans un domaine, qu'ils sachent que d'autres s'occupent des autres domaines qui ne sont pas de leurs compétences, que tout sera mis en œuvre pour aller vers les différents publics concernés dans les différents domaines. C'est surtout ça aussi. En effet, par exemple, si vous prenez le cas de l'UGAB, l'UGAB France, en fait, l'UGAB, son objet, c'est de maintenir et de développer l'identité arménienne à travers des actions notamment culturelles. Et l'UGAB France organisera en avril 2015, dans un lieu prestigieux qui s'appelle le Théâtre du Châtelet, un grand concert qui sera dirigé par un Arménien,
non moins prestigieux, qui s'appelle Alen Altunoglu, et qui va donc ce concert sera le moment culturel important de commémoration dans l'année, dans ces commémorations de 2015. Oui. Ça sera un peu le moment phare. Et l'UGA France prend en charge cet événement qui est colossal en termes à la fois d'organisation, de financement et de logistique, et tout cela se fait par une organisation telle que l'UGAB qui a plus, en tous les cas, la capacité et la vocation de le faire, et qui s'inscrit dans le cadre global des commémorations de 2015. C'est important de le repréciser, parce qu'il y aura comme ça des actions menées dans les différents domaines qui permettront aux Arméniens d'être représentés dans toutes les sphères pendant toute cette année 2015, et qui en profiteront évidemment eux-mêmes, puisqu'ils pourront être publics quand ils ne seront pas acteurs, et d'être comme ça un peu dans tous les domaines. Donc toutes ces actions vont être de nouveau présentées dans les différents quarts sur table et au art et regard que nous organiserons d'ici 2015 et durant l'année 2015, mais c'est important déjà de donner ces rendez-vous. Vous le savez, cher Asmik Papazian, mais juste pour rappeler, c'est parce que c'est le CCAF, le Conseil de coordination des organisations arméniennes de France, qui regroupe toutes ces forces, quelle que soit leur tendance et leur sensibilité. Et la mission 2015 qui est issue du CCAF peut travailler dans de bonnes conditions avec l'ensemble des forces vives de la communauté arménienne de France. C'est pour ça qu'on peut avoir cette capacité, cette complémentarité et cette coordination effectivement des actions que l'on n'a peut-être pas ailleurs. Yves Ternon, votre réaction sur ces actions plus précisément dédiées aux femmes pour rendre hommage à ces femmes, à ces mères, parce que je vous voyais écouter avec beaucoup d'attention. C'est essentiel parce que l'une des caractéristiques du génocide, c'est que le comité Union et Progrès, dans sa crainte de voir des mobilisations d'hommes, a exterminé systématiquement tous les hommes. D'abord les bataillons de travail des Amis les Tabouris, ensuite les hommes étaient systématiquement, en tout cas dans les 7 provinces orientales, éliminés, et donc les déportations avec leur écrémage régulier ont concerné essentiellement des femmes et des enfants. Il y a très peu d'hommes seuls, que certains venant seulement d'Anatolie occidentale ou de Cilicie. Donc la femme est au cœur de la problématique du génocide, dans la mesure où une partie des survivantes ont été justement ces femmes qui ont été violées, enlevées avec leurs enfants, qui étaient à la fois des garçons et des filles, et donc il s'agit d'une des facettes du génocide, ce qu'on a pu appeler le génocide blanc, c'est-à-dire au moins 100 000 personnes, et dont une majorité de femmes qui ont été intégrées en quelque sorte dans des sociétés après islamisation et qui ressurgissent aujourd'hui. Donc là, c'est les restes de l'épée, comme on l'a intitulé, c'est absolument fondamental. D'autre part, toutes ces images terrifiantes, quand même, quand on y pense, mais soulageantes dans la mesure où ils ont survécu, de milliers d'orphelins réunis dans les années 1920, 1919, c'est la source de la diaspora, à travers ces différents essaimages. Donc là aussi, des femmes. Donc, l'homme, malheureusement, a été la première victime du génocide. Statistiquement, on peut dire que la quasi-totalité des hommes dans les régions habitées en majorité par des Arméniens ont disparu. Donc, les femmes, c'est le cœur de la mémoire. Alors, vous avez parlé des orphelins, Yves Ternon, ça me permet de prendre immédiatement en ligne le responsable de l'exposition qui sera consacrée aux orphelins du génocide arménien de 1915. Antoine Bedrossian, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Je voudrais saluer tous vos intervenants. Alors effectivement, je vais rappeler que se trouve en studio avec nous ce matin Yves Ternon, président du Comité scientifique international qui œuvre sur les préparatifs de cette année 2015, Alexis Govsian, président de la mission 2015 sur le plan national, et le responsable local de la mission 2015 pour la région parisienne, Harout Mardi-Rossian. Alors Antoine Bedrossian, on le disait tout à l'heure, je crois que vous avez suivi l'émission parce que vous êtes à Grenoble, mais vous l'avez suivi par Internet. On le disait, chacun dans son domaine de compétences a pu mettre à pied d'œuvre des actions, et vous avez choisi de vous consacrer aux orphelins. On en a parlé, on a parlé de ces femmes, on a parlé de ces enfants survivants. Quand on dit qu'il n'y avait plus d'hommes qui avaient survécu après le génocide, qu'ils ont été les premiers exterminés,
on n'y pense pas spontanément parce que la deuxième génération, elle est née avec des hommes adultes et la troisième génération avec des grands-parents adultes, évidemment. Et tout le monde a vite oublié que ses pères, ses grands-pères, ses mères et ses grands-mères étaient des orphelins et qu'ils avaient été, à un moment, évidemment c'est idiot de le dire comme ça, mais des enfants dans la tourmente d'un génocide. Alors Antoine Bedrossian, je vous laisse présenter votre projet, votre exposition. Alors je voudrais d'abord réagir en ce sens que je fais partie de la première génération née en France. Et il y avait autour de nous beaucoup d'orphelins, de nos parents orphelins, et je ne me suis pas aperçu qu'ils étaient orphelins puisqu'ils étaient semblables aux autres. Et puisqu'ils nous ont élevés, j'allais dire, en fait, on a voulu, c'est un projet qui traite du passé douloureux, mais on aimerait donc l'ouvrir vers l'avenir. Pourquoi ? Parce qu'on veut rendre hommage à toutes ces personnes, nos parents qui nous ont protégés pour nous donner notre chance dans la vie. Et surtout, on a découvert en eux une forte volonté d'intégration. Voilà. Et on a découvert qu'ils avaient plus tard, quand on est devenu adulte, on a découvert qu'ils avaient enfoui leur douleur pour nous protéger. Bien sûr. Et c'est pour ça, en fait, tous ces immigrés voulaient donner à leurs enfants, c'est-à-dire nous et les générations suivantes, l'enfance qu'ils n'ont pas eue. Donc, avec un groupe de personnes. Alors je reviens sur le thème de conseil scientifique, mais nous n'étions pas des scientifiques. Nous cherchions avant tout de prendre l'occasion pour rendre un peu plus ce qu'ils nous avaient donné de meilleur et de rendre un hommage à tous ces gens. Voilà. Alors vous avez travaillé en particulier avec Vaetaj Dian, je crois. Alors voilà, j'ai écouté votre émission et le conseil scientifique pour aider des gens comme nous, c'est-à-dire des passionnés d'histoire, mais qui en fait n'ont pas tout le recul et j'allais dire toutes les sources à notre disposition. Il a fallu qu'on aille demander à des historiens, chercher un historien, et nous voulons remercier l'historien Vaetaj Dian d'avoir accepté de superviser et de contrôler les textes que nous avons écrits et bâtis. Voilà, on a bâti un scénario. Nous avons après cherché et j'ai découvert que Vaetaj Dian était le spécialiste des orphelins puisqu'il a travaillé directement avec Raymond Kevorkian. Donc il a accepté et j'en remercie. Il y a une deuxième personne que je voudrais remercier. C'est Madame Laure Piaton, directrice du Centre du patrimoine arménien de Valence, qui, elle, nous a aidés pour la réalisation technique de cette exposition. Alors, est-ce qu'on peut voir un peu en détail l'exposition telle que vous l'avez conçue ? Elle va être basée, on imagine, sur des photographies, mais peut-être d'autres éléments ? Alors, la particularité de cette exposition, d'abord, l'exposition comprend 19 panneaux qui seront des roulettes de 2 mètres de haut sur 85 de large. Bon, il y en a 19. Et cette exposition sera itinérante. Et en fait, la particularité de cette exposition, c'est que nous avons cherché surtout à un maximum de photos d'archives familiales pour faire participer les gens, les différentes personnes qui se retrouvent dans cette exposition. Ensuite, on voulait donc surtout présenter les institutions internationales et arméniennes qui sont allées rechercher et sauver les orphelins qui ont été enlevés et islamisés. C'était donc un point, j'allais dire, important que l'on voulait montrer et présenter au public. Et le cœur de l'exposition, en fait, c'est la recherche des orphelinats des enfants arméniens en France, puisque quelques orphelinats sont arrivés en France. Il y en a 4, et c'est le cœur de l'exposition, comme je vous l'ai dit. Il y a 2 orphelinats arméniens, qui est l'une, l'école Toplotsaser, qui existe toujours à Paris, qui, par la force des choses, ont dû se transformer en orphelinat à Constantinople, puis après sont passés par la Grèce, et en fait Marseille, puis Raincy. Alors j'imagine que peu de gens en France connaissent cette partie de l'histoire communautaire et savent qu'il y a eu des orphelinats en tant que tels qui ont été créés en France. Tout à fait. En fait, il y a aussi l'association Notre-Dame de Montagne du Père Chaperon, qui était un aumônier dans l'armée française et qui a combattu en Cilicie. Donc, il avait déjà créé un orphelinat à Grasse,
Et donc il a ramené une vingtaine d'enfants. Ensuite, je pense qu'on connaît très bien la fondation Howard Karagusian, qui lui aussi avait fait un orphelinat du fait de la mort de son fils. Il a voulu créer un orphelinat à Istanbul. En fait, lui aussi a été obligé, après le traité de Lausanne, de déménager son orphelinat, on va dire ça comme ça. Et il a cherché un point de chute et il a trouvé le Val d'Oise à Paris. Entre-temps, aujourd'hui, la fondation existe ailleurs dans le monde et il y a aujourd'hui aussi, la fondation existe en Arménie. Et le 4e orphelinat qu'on a découvert dernièrement, c'est un orphelinat de sœurs catholiques des Amelines à Bagnols-sur-Cèze. Voilà, donc le cœur, j'allais dire, de cette exposition, c'est la découverte de la recherche et la présentation de ces orphelinats. Et en mettant l'accent aussi sur ces orphelins, sur ces enfants, qui sont devenus ensuite des adultes, qui ont donné naissance à la deuxième génération, enfin la première née en France, puis la deuxième, puis la troisième. On alerte aussi, j'ai envie de dire, l'opinion nationale et internationale sur ce que deviendront les orphelins d'aujourd'hui, des conflits qui ont lieu aujourd'hui, pour dire attention, regardez, en 2015, 100 ans après, les Arméniens n'ont pas perdu de vue leur objectif. L'injustice demande réparation et que 100 ans après, rien n'efface le souvenir, la mémoire, et que ces orphelins d'hier ont transmis aux générations futures, le besoin d'être reconnu dans cette injustice qui est ce crime. Si vous voulez, Antoine on parle du Bedrosian, passé et surtout, on voudrait présenter l'avenir. On voudrait montrer à la nouvelle génération que nos enfants ont fait, nos parents ont fait de très grands efforts pour nous mettre sur les rails d'un avenir, d'un grand avenir. Et si je peux faire une parenthèse, je retrouve exactement le même phénomène aujourd'hui. Il y a aujourd'hui des Arméniens d'Arménie qui sont aujourd'hui immigrés en France, et je retrouve cette forte volonté de s'intégrer et de mettre tous leurs efforts à disposition de leurs enfants. Et je peux vous dire, autour de nous, à Grenoble, il y a des enfants qui sont les premiers de la classe et ils vont de plus en plus vers l'excellence de leurs études. Moi, je voudrais mettre un point là-dessus, puisqu'on dirait que l'on aille vers les orphelins ou que l'on aille aujourd'hui dans des situations aussi dramatiques, on retrouve cette forte volonté dans l'identité arménienne de vouloir toujours présenter l'avenir à nos enfants. Eh bien, merci Antoine Bedrosian pour cette rapide présentation de votre exposition. Nous aurons l'occasion d'en reparler évidemment le moment venu, car cette exposition sera... Je voudrais simplement rajouter que cette exposition est itinérante. Voilà, c'est ce que je voulais repréciser. Si des associations sont intéressées pour présenter cette exposition, ils peuvent s'adresser directement à la Maison de la Culture arménienne de Grenoble. Ou à la mission 2015 directement, prendre contact avec la mission 2015. Et je vous remercie de votre appel. Et je présente tous mes respects à Monsieur Ternon. Monsieur Ternon, on vous présente, Antoine Bedrosian vous présente ses respects. Je le remercie. Je voulais ajouter que je suis content qu'il travaille avec Vahet Agian, qui est effectivement un historien de grand talent. Malheureusement, Vahet est à Berlin, je crois. Et nous avons essayé de le faire venir pour notre colloque et je crains qu'il n'ait pu se libérer. Donc, je voulais signaler que si Vahet n'est pas là à notre colloque, c'est pas notre faute. Malheureusement, il ne pourra même pas venir à Grenoble lors du vernissage. C'est ça. Donc, je voulais justifier son absence. Il m'a envoyé un mail comme quoi il est très très occupé. J'aimerais qu'un jour on puisse présenter le travail très excellent qu'il prépare, c'est-à-dire Ouchamadian. Allô ? Oui, on vous écoute. Excusez-moi. Je pense qu'il serait très intéressant de présenter les travaux qu'il réalise sur Ouchamadian, c'est-à-dire recréer toute la mémoire des Arméniens ottomans. Eh bien, écoutez, dès que Vahet Agian sera disponible, de toute façon, nous l'inviterons évidemment sur l'antenne d'ABFM. Mais c'est vrai que ce spécialiste est très très occupé et qu'on a déjà essayé de l'inviter, ça a été compliqué. Merci encore Antoine Bedrosian. Merci à vous et bonne journée. Alors, Harut Mardirosyan. Juste un petit mot par rapport à cette exposition. Parce qu'on va y revenir avec le responsable Ron Alpin de la mission 2015. Ce qui nous a paru très important de la mettre en valeur ce matin, c'est parce qu'elle démontre justement cette capacité de coordination et de pilotage
pour quelque chose qui va viser l'excellence, qui va être mobile et pouvoir se diffuser à travers toute la France. D'ores et déjà, il y a tout un certain nombre de lieux qui souhaitent accueillir cette exposition. Et pourquoi aussi de pilotage? Parce que ils ont travaillé, il l'a dit, avec l'école Teblosassel, ils ont travaillé à Marseille avec l'association arabe, ils ont travaillé avec d'autres associations un peu à travers toute la France, et on voit là comment une maison de la culture en province, avec l'aide d'un scientifique, peut monter un programme de qualité et qui aura une envergure nationale. Alors pour poursuivre justement sur cette exposition, mais aussi sur d'autres projets phares dans la région Rhône-Alpes, nous sommes en ligne avec le responsable local de la mission 2015, Rafik Krikorian. Bonjour. Bonjour. Alors Bonjour, vous avez dû écouter les propos d'Antoine Bedrossian qui a précédé votre intervention. Sur cette exposition, Harout Mardirossian vient de le dire, c'est un bel exemple d'action menée en local avec un partenariat national, donc avec d'autres scientifiques d'envergure, comme on l'a dit, pour Vahid Hajdian, mais aussi la mission 2015. Quel regard vous portez sur cette action? Oui, Rafik Krikorian? Oui, j'entends en écho. Nous, on vous entend très bien. Oui, d'accord. Bonjour Asmik, merci de votre accueil ce matin. Bonjour Alexis, bonjour Harout. Bonjour. Bonjour un Yves Ternon, bonjour qui est également particulier au avec nous. président Ternon. Alors je vais rebondir un petit peu sur ce qui a été dit ce matin. Comme l'a expliqué Alexis, et comme il le répète inlassablement, on a la chance d'avoir en France ce CCAF, voilà, ce Conseil de coordination des organisations arméniennes de France, où toutes les sensibilités sont réunies et nous permettent effectivement d'aborder les commémorations de 2015 dans un bon esprit. Dans un bon esprit, tant au niveau communautaire que auprès des collectivités locales, puisque nos interlocuteurs aussi sont les collectivités locales, puisque tout ça se passe dans le cadre de la République. Alors, au niveau de la région Rhône-Alpes, les actions, et après je reviendrai sur l'exposition en elle-même des orphelins du génocide. Donc, par exemple, ce que nous a dit Harout ce matin, par rapport aux vœux, effectivement, donc je confirme aussi à Alexis que ça a permis, en fait, le coup d'envoi qui a été fait à Paris a permis de créer une émulation au niveau de la région. Et lorsque je parle de la région, donc effectivement, ce sont les initiatives, donc les villes, les grandes métropoles, donc comme Lyon, comme Saint-Étienne métropole, comme Grenoble, comme Valence métropole, mais aussi Clermont-Ferrand, qui vont effectivement enchaîner le pas qui a été évoqué avec les vœux et cet engagement solennel de la ville de Paris, la capitale de la France, donc pour les commémorations du centenaire du génocide des Arméniens. Alors Rafik Krikorian, plus précisément quand même, Oui. si on pouvait parler de ce qui va se passer sur Rhône-Alpes, puisqu'on a le privilège de vous avoir en ligne pour détailler les actions qui seront menées en Rhône-Alpes. Alors, dites-nous un peu, j'aimerais bien qu'on revienne quand même d'abord sur cette exposition, de Grenoble, parce Alors, que justement, c'est un exemple le rôle de mutualisation des compétences et c'est important d'insister sur cette voilà, sur cet donc exemple. là je parlais d'émulation donc par rapport aux vœux, mais effectivement c'est aussi mutualisation, et là l'exemple d'Antoine Bedrossian avec l'exposition C'est les orphelins du génocide des Arméniens est parfait, parce que en même temps nous savons que Claire Mouradian est responsable pour la France d'un documentaire canadien, Orphans of the Genocide, Oui, donc les orphelins du génocide, oui, un documentaire de 52 minutes. Allô? Oui, de Barré de Manoudian, oui. Les orphelins Oui. du génocide, oui. Voilà, les orphelins du génocide. Et alors effectivement, donc il y a cette exposition qui existe, ce documentaire qu'on va nous présenter maintenant sur France. Alors effectivement, c'est évident que la connexion est faite. Donc on va donner un petit peu plus vie à cette exposition, à savoir on présente le documentaire dans une cinémathèque ou une médiathèque et l'exposition l'accompagne
pour une période d'une semaine ou 2 semaines. Et ça, donc déjà, on est en train de voir, il y a déjà des villes donc sur la région Rhône-Alpes-Auvergne qui sont intéressées sur ce concept. Voilà. Donc ça, c'est le propre du CCAF. Voilà, d'avoir cette vision globale et de pouvoir coordonner les choses. Voilà la mutualisation. La mutualisation et qui entraîne automatiquement une synergie. Maintenant, donc, on va en venir peut-être plus précisément aux 100 œuvres pour les 100 ans du génocide des Arméniens ce matin. L'exposition des plasticiens dédiée à 2015. Donc là aussi une action originale et détaillez-nous un peu. Et d'envergure nationale, voire internationale. Ce qui apparaît, c'est que le génocide des Arméniens, c'est le propre du génocide des Arméniens qui avait été décidé et organisé donc par le comité Union. Rafik Krikorian, malheureusement, du docteur Ternon. La liaison est très très mauvaise, Rafik Krikorian. Je crois qu'on va être obligé de prendre le relais avec les responsables nationaux et peut-être régionaux parce que la communication est très très mauvaise. On entend un mot sur les mots sont coupés. Non, je l'entends pas. Non. Voilà, donc c'est difficilement audible. On va essayer de vous rappeler peut-être. On va vous rappeler tout de suite. Donc le temps qu'on reprenne contact avec Rafik Krikorian pour qu'il puisse nous présenter cette exposition 100 œuvres pour 100 ans, tout un symbole là aussi. Donc on est pressé d'en savoir un peu plus. Je voudrais quand même que Yves Ternon, on reprenne un peu avec vous tout ce qui vient d'être dit parce que là effectivement vous êtes l'historien, le spécialiste, mais on voit que au-delà des colloques qui vont avoir lieu ou des conférences qui sont peut-être réservées, on va dire, aux spécialistes, aux scientifiques, aux chercheurs, il y a beaucoup d'humains dans ces commémorations qui s'annoncent, de l'humain là où on a voulu justement faire disparaître tout un pan de l'humanité. C'est intéressant quand même d'avoir cette sensation. C'est le discours entre histoire et mémoire. L'histoire, ce sont des faits précis, l'interprétation des faits, l'explication des faits. C'est toute une dialectique. Mais la mémoire, elle est multiple. Si vous voulez, tous les aspects culturels de la mémoire sont absolument fondamentaux. Et on peut remarquer d'ailleurs, si on analyse la mémoire, combien certains éléments comme la musique ou la poésie sont plus importants que le roman, parce que plus près de l'émotion, parce que le roman se rattache un peu à une histoire falsifiée ou déformée. Donc les manifestations culturelles font partie d'une commémoration. Mais le nœud de la question, c'est évidemment le domaine de l'histoire, auquel on rattache quand même une autre discipline qui est fondamentale, qui est le droit international. Alors justement, à propos du droit, un auditeur a appelé pour poser une question. Il n'a pas souhaité intervenir, mais il nous transmet cette question. Est-ce qu'à la faveur de 2015, il serait possible de déposer une plainte collective au nom de l'ensemble de la nation arménienne auprès du tribunal pénal international ? Alors, là, Alexis pourrait en parler beaucoup mieux, mais en tous les cas, il y a des mécanismes qui sont à l'étude. Je rappellerai un des premiers mécanismes qui concerne le négationnisme, qui va être les éléments de la Cour européenne des droits de l'homme qui va commencer le 28 janvier et qui vont se dérouler tout au long de l'année 2015. Et donc là, ça va être un point important. L'action engagée par le catholicos Aram Ier, qui l'a annoncé, de déposer une plainte non pas auprès de la Cour internationale, mais d'abord auprès de la Cour de justice turque pour réclamer le retour des biens du Catholicos A26 au Catholicos de Cilicie, d'Antilias. Donc et le retour, voire même, je crois qu'il a été jusqu'à dire qu'il souhaiterait rétablir son siège en Cilicie. Donc ça va au-delà de ça. Donc c'est également une démarche internationale. Et je le disais tout à l'heure, sur ces questions de droit, il va y avoir avec l'association française des juristes arméniens, la FAJA, un colloque qui va avoir lieu à la Maison du Barreau, qui va parler d'imprescriptibilité, de lutte contre le négationnisme, etc. Mais cette fois-ci sous l'angle du droit et non pas sous l'angle de l'histoire. Et donc c'est aussi important qu'il y ait des passerelles justement en multidisciplinaire. Il y a un malentendu que je voudrais lever. Oui. Le statut de la Cour pénale internationale qui est adopté à Rome le 18 juillet 1995 prévoit que seront seulement
possible d'être présenté à la Cour pénale internationale par l'intermédiaire d'ailleurs du Conseil de sécurité ou d'organisation, les dossiers qui seront postérieurs, les événements postérieurs à l'établissement, au commencement de la Cour pénale internationale qui commence en 2002. Oui. Donc, il ne faut pas parler de la Cour pénale internationale quand on évoque la possibilité de restitution de droits des Arméniens. Il n'y a pas de rétroactivité. Donc la réponse est claire. Oui, la réponse est claire. C'était véritablement la base de l'accord de ce statut. Il y a d'autres juridictions. Oui, il y a d'autres Donc juridictions. c'était important de re-signaler effectivement qu'il y a des actions en revanche, ce qui va se décider à la Cour européenne des droits de l'homme à propos de l'arrêt Perinchek est absolument fondamental parce que c'est tout le problème de la liberté d'expression qui est en jeu. Et là, on attend véritablement, heureusement la Suisse a fait appel, mais on attend véritablement un verdict. Et la France est partie prenante dans l'appel. Absolument. Nous allons poursuivre et terminer bientôt cette émission. Nous retrouvons Rafi Krikorian, donc en direct pour la région Rhône-Alpes. Rafi Krikorian, rebonjour. Rebonjour Asmig. Voilà, là ça vous a là je t'entends qu'une fois, c'est très bien. Ça va beaucoup mieux. Alors bien. donc cette Alors pour en exposition revenir au Centre pour les 100 ans du génocide des Arméniens, donc en fait on a voulu réunir en un même lieu donc des dessinateurs, des peintres, des sculpteurs, des photographes, des graveurs et peut-être même des musiciens pour montrer la vitalité de la création artistique des artistes d'origine arménienne qui créent en France. Voilà, qui crée en France. Mais maintenant, le projet évoluant, effectivement, il y a aussi d'autres artistes qui veulent s'associer à cette manifestation pour montrer leur solidarité et leur sensibilité aussi face à cet événement qui est le génocide des Arméniens. Voilà. Et donc, évidemment, l'année 2015 marque une étape incontournable. Donc avec cette action, vous faites œuvre de pédagogie puisqu'il y a eu sans doute une sensibilisation effectuée dans les milieux artistiques qui a conduit des artistes non arméniens à rejoindre l'événement. Et en même temps, vous allez, grâce à la culture, grâce à ces différents arts qui seront représentés, toucher un autre public que celui des expositions ou des colloques. Donc là aussi, ça confirme ce qu'on a dit depuis le début de cette émission. Absolument. Alors déjà dans un premier temps, Saint-Étienne Métropole nous a mis à disposition donc un lieu de 4000 m², là où se déroule la biennale du design. Donc un lieu d'envergure. Un lieu, absolument. Maintenant évidemment, nous avons la ville de Lyon qui elle aussi veut sur son exposition les 100 œuvres pour les 100 ans du génocide. Donc là aussi, il y a des susceptibilités auxquelles il faut faire face. Donc, l'exposition va pouvoir être accueillie dans différents lieux. Donc ça veut dire qu'on peut déjà aussi se tourner vers l'émission 2015 si on veut faire venir cette exposition ou ça demande Dans tous les cas, et ça c'est valable pour tout le monde, que ce soit pour les actions de la Croix-Bleue, que ce soit pour l'exposition de Antoine de Bedrosian ou toute autre action, le plus important c'est d'avoir ce point de contact qui est la mission 2015. Vous avez un portail unique qui est le site portail unique de la mission 2015 déjà, pour commencer. Pardon ? Le site de la mission 2015. Le site de la mission, mais le point d'entrée unique, c'est le 2015@ccaf.info. Voilà. D'accord. Donc pour toutes vos demandes ou pour toutes vos propositions, et ça j'appelle aussi les artistes ou les amis d'artistes, s'ils veulent effectivement prendre part à cette exposition qui aura lieu donc l'année prochaine, 100 œuvres pour les 100 ans du génocide, n'hésitez pas à prendre contact avec le CCAF. Alexis Goffsian, sur ce que vient de nous expliquer Rafi Krikorian. Je voulais remercier Rafi Krikorian, qui est en fait le référent pour toute la région centre de France, qui va bien au-delà de Rhône-Alpes. Bien sûr, Rhône-Alpes, c'est très important, mais c'est aussi l'Auvergne, c'est toutes ces régions qui sont autour de ces lieux emblématiques. Et je souhaite remercier le CCAF, en tous les cas de Centre de France aussi, parce qu'ils font un travail remarquable. Il y a les aspects culturels, il y a les expositions, ce que l'on vient d'évoquer, mais il y a aussi à Lyon un événement très important, mais on en parlera peut-être une autre fois, comme on parlera, j'espère, de Marseille et de la région sud de France, parce qu'on n'a pas le temps, mais parce qu'à Marseille, Toulouse, Montpellier, partout, il y a des choses, tout le sud, il y a des choses qui se passent.
Mais à Lyon, je voulais quand même signaler, et c'est important dans la République, l'intégration des Arméniens, surtout dans le cadre d'un grand événement qui va se passer vers la fin de l'année 2015, qui s'appellera Mémoire et citoyenneté, où la place des Arméniens dans leur intégration républicaine et la transmission citoyenne qu'ils veulent faire de cette identité sera au cœur des problématiques. Je crois que c'est important qu'après la commémoration du génocide, on se projette aussi dans l'avenir dans le cadre de la République et de ses valeurs. Rafik Grigorian, sur... mais je remercie effectivement Alexis, parce que je pense que la prochaine fois que vous nous inviterez à intervenir sur les événements de la mission 2015, on évoquera effectivement, on parlera plus avant du concept d'identité territoriale avec mémoire et citoyenneté. Et des autres actions. Parce que c'est quelque chose, donc Antoine Bedrosian, avec ses mots à lui, donc, à parler de cette volonté d'intégration qu'avaient les orphelins, cette volonté d'excellence. Là, lorsqu'il nous parle justement de cette génération d'exilés d'Arménie maintenant, qui font en sorte que leurs élèves poursuivent des études brillantes dans l'école de la République. Donc ça participe de ce même élan qui a accompagné les Arméniens rescapés quand ils sont arrivés en France, où il fallait s'intégrer et être les meilleurs pour pouvoir transcender la souffrance et la volonté d'extermination. Merci Rafik Grigorian. Évidemment, on aura l'occasion de vous avoir de nouveau sur l'antenne d'IPFM. Alors cette émission touche à sa fin. On n'a fait que effleurer certains sujets et certains événements parce qu'ils sont très très nombreux, et j'invite tous nos auditeurs à se rendre sur le site de la mission 2015, www.mission2015. 2015.ccaf.info. D'accord, alors attendez, on va le redire, 2015.ccaf.info pour savoir tout. Oui, tout à fait. Ce qu'il y a en préparation. Il y a aussi les réseaux sociaux, il y a le Facebook avec CCAF Mission 2015, Twitter avec @2015 CCAF et le point de contact principal pour chaque fois qu'on veut transmettre une idée, chaque fois qu'on veut demander quelque chose, chaque fois qu'on veut faire une proposition, ou même dire qu'on est à la disposition des organisations pour travailler de manière bénévole et apporter sa contribution. Il suffit de faire d'envoyer un mail à 2015@ccaf.info. Facile. 2015@ccaf.info. C'est ce que nous avions souhaité. Effectivement, c'est très simple. Alors, nous allons conclure. Yves Ternon, merci encore d'avoir pris le temps de nous rejoindre ce matin. Vous êtes, on a plaisir à le dire parce que c'est un plaisir partagé. Le président de ce comité scientifique international, votre présence et votre rôle apportent j'ai envie de dire la caution nécessaire à l'organisation de tous ces événements. Donc je me fais un peu le porte-parole de tous ceux qui travaillent aujourd'hui pour cette année 2015 pour vous remercier. Un dernier mot pour aujourd'hui. Aujourd'hui, je voudrais dire quand même que les éditions du Seuil vont publier le 6 novembre un livre que Raymond Kevorkian et moi avons fait, qui est un recueil de documents commentés avec cartes et photos, qui s'intitule Mémorial du génocide des Arméniens. Et qui sortira le 6 novembre et que nous présenterons évidemment sur l'antenne d'IPFM. On aura le plaisir de vous recevoir avec Harutun Kevorkian qui sera sans doute rentré, j'espère, disponible. Donc on aura le plaisir d'en reparler avec vous. Harut Mardirosyan, pour conclure ce matin. Pour conclure, je vais juste vous donner les 3 prochains événements qui vont bientôt arriver, puisque vous le savez, 2015 a déjà commencé. Il y a toute une série d'événements qui se passent dès cette année. Le prochain événement a lieu le 23 octobre et c'est organisé avec le Collège de France et le HSS. C'est une conférence qui a lieu sur la thématique des Arméniens dans l'Empire ottoman. Je me trompe pas. Alexis, non, Yves Ternon. Non, je crois que c'est Asmit qui est préparé par Amit Bozaslan.
Ensuite, le 3 novembre, il y aura une conférence à l'Assemblée nationale sur la thématique de Jaurès et les Arméniens, auquel participera par exemple Vincent Duclerc, qui est du CSI également, scientifique, qui est la suite de ce qui s'est passé en Arménie, des célébrations de Jaurès en Arménie. Et le 13 décembre, nous aurons l'hommage à Lusignan, à Léon V de Lusignan, qui aura lieu à Lusignan, donc et qui est dont la préparation et la maîtrise d'ouvrage a été confiée à l'ANACRA, l'association des anciens combattants, qui travaille là-dessus. Et donc vous avez tous les renseignements pour ces manifestations sur nos différents sites, réseaux sociaux, etc. Et au fur et à mesure, en fonction de dès qu'une est terminée, on va annoncer les suivantes. Et donc vous allez avoir comme ça tout au long de l'année 2015, vous serez informés régulièrement de tout ce qui va se passer un peu partout à travers la France. Bien sûr, et nous en ferons évidemment l'écho sur APFM. Alexis Goffsian, pour conclure, pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui, c'est pour dire que l'on va lancer 2015 dans Mémoire le cadre et justice avec ce Mémoire slogan. et justice et dans le cadre du dîner annuel du CCAF le 28 janvier 2015 qui sera présidé par le président de la République François Hollande et par le président de la République d'Arménie Serge Sarkissian. C'est un scoop là, et que ce jour-là, nous présenterons le programme définitif, notamment avec l'appui et le soutien du CSI et de tous ceux qui seront présents. Il y aura, je crois, beaucoup de personnalités du monde politique, culturel, scientifique, française, mais aussi internationale, mais aussi beaucoup d'organisations arméniennes. Et ce sera le dîner annuel du CCAF le 28 janvier. Eh bien, effectivement, un dîner événement pour une année événement placé sous le signe de la mémoire et de la justice. Et je retiendrai pour ma part le slogan d'exposition consacré aux orphelins à Grenoble. Nous sommes l'avenir. Ils étaient l'avenir. Ils l'ont montré puisque aujourd'hui, 100 ans après, nous sommes encore là. Donc, nous aurons l'occasion évidemment de revenir sur ces événements dont on a parlé rapidement ce matin et tous les autres puisque de nombreuses organisations sont à pied d'œuvre. On a cité longuement la Croix-Bleue puisque la présidente était joignable et disponible ce matin, mais vous avez également évoqué le concert organisé par l'UGAB. Nous y reviendrons, Nous y reviendrons en détail pour le présenter, sans parler de toutes les autres organisations. On a cité la FAJA, mais je voudrais pas revenir plus parce que je ne serai pas exhaustive et que personne ne se froisse. Nous aurons le temps de présenter les actions entreprises parce qu'on sait que ça tient à cœur, évidemment, que tout le monde s'investit dans les préparatifs de 2015 et que personne n'ait l'impression qu'il sera oublié, mis de côté. Ce n'est que partie remise. Merci messieurs et à bientôt. Au revoir. Merci. À bientôt, au revoir. Merci. Carte sur table. Une émission proposée par Hype FM.